Kinshasa. Maître Roger, merci d'être venu. Merci beaucoup, Bonnet. Les casques. Alors, nous allons parler actualité dans cette émission, vous le savez certainement, avec cette affaire de M23, la situation globale à l'est de la RDC. La RDC, à travers Madame la ministre de la Justice, a saisi finalement la CPI, sollicitant des enquêtes sur les différents massacres à ces sujets. Nous allons évoquer la situation globale à l'est du pays avec de nouvelles sanctions. Vous le savez certainement. Justin Bitakwira a également touché par cette sanction de l'Union européenne. Le porte-parole, ou dire le célèbre porte-parole de M23, Claude Ngoma, a été également Willy Ngoma a été également sanctionné par l'Union européenne. Nous allons en parler au cours de cette émission. Parlons justice. Autre sujet, autre actualité, vous le savez certainement, Videti Manga, l'ex-conseiller en charge de questions stratégiques du président Tshisekedi, également poursuivi pour plusieurs griefs. Nous allons analyser les procureurs Ariki, 3 ans de certitude pénale principale. On entend justement que la défense puisse plaider pour un jugement intervenir dans les délais. Nous allons parler de ces sujets également au cours de cette émission. Vous le savez bien, parlons justice. Et puis, cette affaire Matapo qui continue à faire polémique, finalement, 12 sénateurs ont décidé de faire face à la Cour constitutionnelle. Ils ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour que la lumière soit faite. L'article 168 de la Constitution devra être interprété dans le jour qui suivent. Voilà, mesdames et messieurs, c'est constitue justement l'essentiel de notre sujet d'aujourd'hui. Maître Roger Ponga, merci d'être venu. Merci beaucoup, Bonnet. L'actualité globale à l'RDC reste dominée par la situation à l'est de l'RDC. Récemment, les massacres, on en a parlé. L'RDC était en deuil national. La CPI intéressée par l'entremise de Madame la ministre de la Justice pour que des enquêtes soient ouvertes. Finalement, la RDC veut jouer le chaud et le froid avec les résolutions. Je n'aimerais peut-être pas qu'on puisse en arriver là, de Nairobi, où la RDC a montré sa bonne foi avec le financement notamment de ces assises pour que la paix revienne dans la partie Est. Mais on veut au moment que les rebelles déposent l'arme, déposent des armes, mais on veut encore saisir la CPI. Une démarche contradictoire, d'abord sur le comme analyste, avoir une position épingler le fond. Merci Bonnet pour la parole. Je pense que comme on l'a toujours dit, la paix ou le pardon n'explique pas la justice. Et donc si, comme vous le dites, la RDC voudrait qu'on résolve les problèmes à travers les négociations comme celles qui se sont tenues à Nairobi, n'empêche qu'on puisse également saisir la Cour pénale internationale dans la mesure où il y a quand même eu des victimes. Je pense que les négociations ne vont pas régler les problèmes des victimes. Les familles qui sont éprouvées, je pense que ces familles-là, dans une certaine mesure, devront être quand même indemnisées, devront quand même connaître une certaine réparation pour les graves préjudices qu'ils ont subis par la perte des membres de leur famille. Et en plus, bon, moi je pense que saisir la CPI aujourd'hui, bon, c'est bien, il n'est jamais tard pour faire le bien, mais la CPI aurait dû être saisie depuis très longtemps, parce qu'actuellement, là, on ne parle que de 100 et quelques morts, mais 100 et quelques, si je m'abuse. C'est ça, mais vous savez que depuis que les M23 commençaient à massacrer, et donc nous sommes déjà au-delà des milliers ou des millions, si je n'ai pas la comptabilité exacte, mais je pense que nous sommes déjà dans des milliers ou des millions de morts causés par les M23. Je pense qu'on a quand même trop attendu avant de saisir la CPI. La CPI, je pense, aurait dû également se saisir pour ces faits-là, parce que ce sont des faits... C'est pour ça, parce que quelqu'un a parlé d'une nous pensons complaisance. Oui, ce sont des faits qui sont connus de tout le monde. Je ne pense pas que les autorités de la CPI ne sont pas au courant de ces faits-là. Je ne pense pas qu'ils sont ignorants de ces faits. Ils les savent, du moins ceux qui dirigent la CPI. Ils savent, les procureurs. C'est qu'il y a des massacres ici, mais on a entendu trop longtemps avant de saisir. C'est peut-être que cette fois-ci, tellement qu'il y a trop de bruit, les gens sont tellement indignés et ils ont eu honte. Mais nous pensons que la CPI aurait dû
se saisir ou être saisi de ces faits-là depuis très longtemps. Mais comme je vous l'avais dit là, il n'est jamais tard pour faire le bien. Mais nous déplorons quand même ces retards avec lesquels la CPI se trouve saisie. Et il a fallu que Madame la ministre puisse saisir la CPI. Je pense. Avec les procureurs. Est-ce qu'une initiative motivée par des raisons politiques, parce que déjà le Rwanda est cité, pourquoi n'avoir pas saisi par exemple la Cour internationale de justice? Bon, vous savez que l'histoire du Rwanda, comme on l'a toujours dit, il s'agit des masques, un simple masque. En fait, le Rwanda tel que nous voyons là, derrière, on dit les M23, c'est les masques du Rwanda. Mais le Rwanda lui-même, c'est aussi les masques de la communauté internationale. Vous savez, donc les gens présentent le Rwanda. C'est à travers le Rwanda que la communauté internationale est en train de martyriser le Congo, est en train de martyriser les Congolais. Donc le Rwanda là, le Rwanda se trouve protégé par des multinationales qui exploitent nos richesses à l'Est, mais par certaines autorités des grandes nations, des grandes puissances qui se trouvent derrière le Rwanda. C'est comme ça que vous avez constaté, depuis toujours, on n'aime pas directement parler du Rwanda. Vous avez évoqué un cas là, on a sanctionné, l'Union européenne a sanctionné certaines personnes, mais moi je pense que c'est de la mascarade. C'est ça, c'est de la distraction pure et simple. Lorsqu'on doit sanctionner quelqu'un comme Willy Ngoma, n'est-ce pas? Willy Ngoma, qui représente Willy Ngoma? Qui représente-t-il? On sait que les M23, c'est le Rwanda qui agit à travers ces mouvements-là. Mais on aurait dit directement, et lorsqu'on parle du Rwanda, on voit Kagame. Donc on aurait dit directement sanctionner Kagame. On aurait dit même ouvrir des actions au niveau de la Cour pénale contre Kagame. Mais on épargne Kagame, on cherche à distraire les Congolais. Mais je suis malheureux de constater que certains Congolais sont quand même contents de ces faits-là. Il y a notamment Justin Bitakura qui a réagi. Non, pour Justin Bitakura, c'est vraiment, vous voyez, c'est là où on dit que c'est de l'hypocrisie de la communauté. Qu'est-ce que Justin Bitakura a à voir dans cette histoire, dans ces massacres-là? Non, Justin Bitakura maintenant. Il ferait l'apologie. Non, il ne fait pas l'apologie, il ne fait que condamner la cruauté qui se passe à l'Est. Je ne pense pas que Justin Bitakura ait déjà pris part au massacre. Non, lui, il est là pour défendre la population de l'Est. Pourquoi selon l'Union européenne, il soulèverait la population contre la population? Non, mais justement, que pouvait-il faire? Je ne pense pas qu'il soulève la population pour massacrer mais il dénonce. Moi j'ai souvent suivi M. Bitakura. Il ne fait que dénoncer la cruauté qui se passe à l'Est. Il n'aurait pas dû être parmi les gens qui sont sanctionnés. C'est ça aussi de l'hypocrisie de la communauté internationale ou de l'Union européenne en particulier. Donc vous comprenez que c'est une histoire. On cherche à satisfaire les Rwandais également. Parce qu'on n'a pas voulu simplement sanctionner les poulains du Rwanda. On dit, bon, prenons quand même quelqu'un du gouvernement, quelqu'un qui est de l'autre côté, pour qu'on puisse également les mettre sur la liste là pour apaiser les Rwandais. Pour qu'on ne dise pas qu'on a sanctionné seulement. Mais en fait, ce que fait Justin Bitakura, il ne fait que se défendre, ou il ne fait que défendre les populations qui sont victimes des exactions, des massacres du M23. Je pense qu'il n'aurait pas dû être sur cette liste-là. Donc, bon, de toute façon, nous comprenons que cette communauté-là n'est pas pour nous. Comme ça, c'est une évidence. Elle n'est pas pour nous, l'Union européenne n'est pas pour nous, mais elle a simplement honte actuellement là, face à ce qui est visible, à toutes les cruautés dénoncées par la société civile des différents pays du monde, parce que je constate qu'actuellement là, à travers le monde, même, vous voyez, il se joue actuellement la Coupe du Monde, mais il y a des gens qui déplorent la situation qui se passe à l'Est. Là, je pense que c'est suite à cela que l'hypocrisie de la communauté de l'Union européenne a poussé à ce qu'elle puisse commencer à sanctionner certaines personnes. Mais même ces sanctions-là n'auront certainement aucun effet sur quelqu'un comme Willy Ngoma. Je pense qui ne fréquente même pas l'Europe, peut-être qui n'a même pas des avoirs en Europe. Je me demande ce que ces sanctions-là auront comme effet sur lui. Donc vous comprenez, c'est vraiment de la mascarade et c'est de la distraction pour la communauté européenne. Alors vraiment, parce que vous en parlez, mieux vaut tard que jamais. On peut dire que c'est une manière pour l'RDC, parce que j'ai posé la question de savoir si c'était d'abord, vous étiez d'accord par rapport à la démarche de Nairobi. Nairobi qui a eu également des accords avec, si on peut appeler les accords ou attentes avec les groupes armés. Vous avez suivi les conclusions où le M23 finalement, après les différentes pressions, a accepté de libérer les zones occupées. Mais le problème, ces différentes rencontres, c'est la RDC qui a apporté a mis la main dans la poche.
Mais bon, je ne sais pas, on est résigne sur aucun moyen pour trouver la paix, mais j'aurais voulu que la RDC ne puisse pas débourser cet argent-là pour organiser ou pour cajoler ou pour entretenir les rebelles. Vous comprenez? Même en partie, là, la RDC n'aurait pas cet argent, aurait servi peut-être à recaser les différents, les sinistrés de l'Est. Là. Pourquoi faire ces pare-balles-là aux rebelles et qui tuent les paisibles citoyens et qui massacrent les gens et en plus ils vont réclamer les pères d'hier, on va leur accorder ces pères. Non, moi je pense que la RDC n'aurait pas dû débourser cet argent-là pour l'organisation de cette manifestation, de cette cérémonie, de ces rencontres-là. Je pense que cet argent-là aurait servi à autre chose de beaucoup plus important que d'essayer de... Alors, Maître Roger, la question principale c'est autour de cet acte, c'est l'adhésion de l'RDC même au sein de l'EAC, qui a fait polémique, vous avez certainement entendu parler. D'aucuns pensent que nous sommes allés céder une partie de notre souveraineté. Bon, c'est ce qui s'est dit, Bonheur. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette adhésion-là. Je ne sais pas les motivations réelles qui ont fait en sorte que nos autorités puissent nous traîner dans cette communauté-là. Mais en tout cas, à mon avis, à mon humble avis, je pense qu'on n'aurait pas dû adhérer, dans cette organisation-là, d'autant plus que vraiment nous ne sommes pas d'un pays anglophone. Parce que il semble-t-il, je n'ai pas encore lu, vous voyez la plupart de ces pays-là, dans cette organisation des pays anglophones, ils sont des pays de l'Est, nous ne sommes pas de l'Afrique de l'Est. Donc, plusieurs raisons militent dans le sens de faire en sorte que nous ne soyons pas membres de cette organisation. Mais comme je vous l'avais dit au début, là, je ne connais ni les tenants ni les aboutissants et les motivations réelles qui ont conduit nos autorités à nous faire membres de cette organisation-là. Peut-être qu'il y a des dividendes que nous allons... Il y a l'opposition également qui a des... Mais les dividendes, notamment, c'est l'intervention des forces régionales, notamment de cette institution. Et comme vous l'avez relevé tout à l'heure, bien qu'elle n'étant pas de l'Afrique de l'Est, finalement, nous avons vu des troupes venir sur notre territoire. Est-ce que c'était pour dire que la CRGL et d'autres organisations que nous pouvons bien, auprès de qui nous pouvons bien obtenir les aides, n'ont pas pu donner la paix à la RDC? Alors pendant plusieurs années, finalement, il fallait tourner les dos et chercher l'appui ailleurs. Bon, de toutes les façons, aucune de ces organisations ne pourra vouloir la paix pour la RDC ou donner la paix à la RDC. Que nous-mêmes les Congolais. Je pense qu'il nous revient à nous les Congolais de faire en sorte que nous ayons la paix, de faire en sorte que nous puissions nous organiser avec nos forces armées pour évidemment maintenir la paix sur notre territoire. Donc nous pouvons bien adhérer dans n'importe quelle organisation, mais toutes ces organisations-là ne viendront pas nous aider de manière désintéressée. Vous comprenez? Certainement, c'est pour un intérêt évident, un intérêt non pas pour nous, mais pour ces pays-là qu'ils vont agir. Donc il n'y a que nous-mêmes les Congolais, notre propre pays, qui doit s'organiser à travers notre armée pour maintenir effectivement la paix sur le territoire national. Donc l'apport des autres pourra être, je pense, un apport ponctuel dans une certaine mesure, mais on ne doit pas totalement compter sur les autres pour maintenir la paix, parce que vous avez vu avec la MONUSCO, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que la MONUSCO est là. Nous n'avons pas eu la paix. Donc la MONUSCO, c'est la communauté internationale. Donc si nous n'avons pas eu la paix avec la MONUSCO, je ne vois pas quelle autre organisation régionale ou sous-régionale soit-elle qui pourra vraiment nous apporter la paix dans notre pays. Donc il faut d'abord que nous-mêmes, Congolais, nos autorités fassent en sorte que nous ayons une armée suffisamment forte, une armée bien organisée pour commencer à dissuader toutes les velléités des pays frontaliers qui voudront venir tenter leur aventure sur notre territoire national. Avec la présence du président hier à Kitona, j'espère que les militaires seront véritablement motivés pour que nous puissions avoir une armée véritablement forte. Je pense que c'est le souhait de tous les Congolais. Actuellement, là, je ne vois pas un seul Congolais qui voudrait que notre pays continue à être victime des exactions, victime des massacres de ces populations par des petits pays tels que les Rwanda, tels que l'Ouganda, vous comprenez un peu. Donc tous les Congolais dignes de ce nom actuellement là, et nous sommes tous là pour
qu'il y ait une armée réellement bien organisée, suffisamment forte, de telle manière que nous puissions, quand il le faut, même anéantir toutes les attaques de nos ennemis là, des pays qui se trouvent, des ennemis qui se trouvent à travers les pays frontaliers. Alors vous avez suivi les différentes déclarations, j'aimerais quand même qu'on puisse en dire un mot avant d'aborder l'affaire Vijay Timanga. Maître Roger Iponga, l'opposition globalement, il y a Point Sépingé que nous avons réussi au début de la semaine dans ce studio, qui a estimé par exemple que l'article 4 des législatives, bien qu'on va en parler profondément lors de notre prochaine émission, et analyser ces statuts pour voir les erreurs, s'il y a vraiment erreur du gouvernement. Mais Iponga par exemple, qui relève que, pour ne pas les citer, l'article 4 de ces statuts, les statuts de l'EAC, admet par exemple qu'on puisse céder ou faire la jonction sur la fusion de une partie de notre territoire avec certains États qui sont membres de cette organisation. Et également, si nous voulons quitter, parce que beaucoup disent au président de la République de quitter, avant de quitter, il faudrait qu'il y ait une majorité de l'ensemble de la communauté des DAC par exemple. Si vraiment, parce qu'on va en faire une interprétation longue si vous voulez, lors de notre émission prochaine, je l'annonce déjà, mais c'est un péché par exemple que la RDC puisse aller s'intégrer dans comme vous l'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas d'accord, mais au regard des éléments avancés, si c'est pour que un jour qu'on puisse admettre que la RDC ou une partie soit puisse faire jonction ou la fusion avec un autre pays membre de cette organisation, ça ne serait pas un péché ou une trahison, comme qui dirait? Bon, vous savez, ce genre de débat-là, moi, je n'ai jamais voulu, moi, à l'heure actuelle, je n'accepte pas d'engager un tel débat-là. Les pays se trouvent en danger. L'intégrité territoriale se trouve menacée. Vous comprenez? Et nous devons quand même éviter certains débats qui condamneraient ou au cours desquels certains fils du pays ou certaines autorités seraient condamnés pour avoir fait ceci ou non. À l'heure qu'il est là, je pense que nous tous là, nous devons avoir un seul objectif, c'est-à-dire que faire en sorte que l'intégrité territoriale soit maintenue, que la paix soit maintenue dans l'ensemble du territoire national. Mais engager les débats là, tel que vous l'avez dit, avec Prince Pengue, on a fait ceci, on a fait... Non, moi je pense que ces débats-là pourra se faire plus tard. Pour le moment là, nous avons une urgence. Nous avons une urgence, bonheur. Pour le moment, nous avons une urgence. L'urgence, c'est que la paix est menacée. L'intégrité du territoire national est menacée. Donc, nous ne pouvons plus nous attarder sur les débats de savoir qui a fait quoi et pourquoi nous sommes allés là-bas, pourquoi on a fait... Non. Pour le moment là, l'objectif de nous tous là devrait être de faire en sorte que la paix soit rétablie et que le territoire soit maintenu dans son état actuel là. C'est comme si vous êtes dans la maison, vous êtes là, un père avec ses enfants, avec sa femme, et les voisins viennent vous attaquer, viennent mettre du feu dans votre maison et que vous vous dites, non, vous commencez, non, les voisins là c'est l'ami de tel, les voisins là c'est l'ami de tel. Non. Je pense que l'objectif de tous les membres de la famille à cet instant là, c'est d'abord d'éteindre les faits, de chercher à éteindre les faits. Et celui qui allume les faits là, au besoin de les mettre dehors, si pas les neutraliser définitivement. Et ce n'est qu'après que vous allez à l'interne commencer à débattre de pourquoi tu vois que c'est ton ami qui est venu mettre les faits ici, celui-là n'est pas bon. Mais à l'heure actuelle là, commencer à débattre autour de qui a fait quoi et quel a mal agi. Il faut pas engager la responsabilité de qui que ce soit. Ouais, non, moi je pense qu'à l'heure qu'il est, ces débats-là ne devraient pas exister. Et pour tout celui qui se dit congolais de père et de mère, comme on le dit actuellement là. Mais ils ont bien dit, bon voilà, les chefs d'État appelaient à la mobilisation générale. On doit tous, comme vous le dites, un peu apporter notre pierre à l'édifice pour que chacun de nous puisse qu'on puisse parvenir, par exemple, à mettre hors d'état de nuire, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, la vision du Rwanda qui cherche à déstabiliser les pays. Mais il ne faut pas que nous puissions ignorer les erreurs s'il y en a eu, comme vous l'avez dit, bien que d'aucuns disent qu'il y aurait des accords secrets avec les Rwandais. Et ce n'est pas sur l'occasion de dire, bon voilà, les EPG l'ont relevé, l'opposition l'a dit, mais président de la République, montrez-nous les accords que vous avez signés. On ne sait pas. Qui les montre ou pas. Je pense qu'il y a toujours un moment
au cours duquel on appelle les Congolais à sanctionner les présidents. Les moments-là existent, c'est les élections. Vous comprenez? Que les présidents montrent, il peut bien nous montrer là, tout comme il peut refuser de nous les montrer, du moins cet accord-là, mais il y aura toujours un moment où on va nous demander de les sanctionner, c'est-à-dire aux élections. Attendons ces moments-là pour les sanctionner. S'ils refusent, ou pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire ces accords-là, qui estiment que ces accords-là sont préjudiciables à notre pays, ils n'ont qu'à faire campagne là-dessus pour nous montrer, nous qui n'avons pas encore vu cet accord-là, nous montrer voilà tel accord et nous démontrer les mal fondés de cet accord-là, de telle manière que les moments venus, nous puissions sanctionner les chefs de l'État, dire que non, voilà, vous nous avez amené sur tel terrain, c'est un très mauvais terrain pour nous, maintenant nous ne pouvons plus vous reconduire, vous redonner nos suffrages et vous ne pouvez plus nous diriger. Mais essayez d'étaler ça actuellement là, à la place publique. Essayez maintenant de combattre les chefs de l'État. Vous comprenez, bon, c'est vraiment à fragiliser les efforts qui sont consentis pour le rétablissement de la paix et le maintien de l'intégrité. Malgré les erreurs, malgré les fautes. Non, les linges sales se lavent en famille et on ne doit pas les étaler devant, on ne doit pas étaler les saletés devant les ennemis. Donc, alors, j'aimerais poser la dernière question par rapport à ce sujet avant que nous parlons Vijay Timanga. Aujourd'hui, les groupes rebelles qui sont retrouvés à Nairobi, vous l'avez relevé tout à l'heure, ils se sont mis d'accord avec le gouvernement congolais par l'entremise du facilitateur Uhuru Kenyatta de déposer les armes. Un acte de bonne foi. On peut dire que nous sommes en train d'aller minutieusement vers la paix, ou l'inverse, le non-respect de ces accords ne produiront aucun effet direct. Bon, moi, je ne crois pas, je n'ai jamais cru à la bonne foi des rebelles. Vous comprenez? Personnellement, je n'ai jamais cru à la bonne foi des rebelles. Si nous parvenons à un accord dans ce sens-là, je pense que cet accord ne serait que provisoire. Donc, la finalité pour nous, là, c'est de maintenir la paix par la force. C'est ça la finalité. Pour les Congolais, qui veut la paix, prépare la guerre. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on dit. Nous devons imposer la paix. Nous devons imposer la paix. Renforcer la capacité de parce que les rebelles en soi, là, ils ne représentent rien en eux-mêmes. Ils sont téléguidés. Vous comprenez? Donc, ils dépendent de la volonté d'autres personnes. Ils dépendent de la volonté de Kagame. Ils dépendent de la volonté de la communauté internationale. Ils dépendent de la volonté... Qui a également exigé qu'il y ait des élections dans les zones en conflit. C'est ce qui est obscur, maître. Vous comprenez? Donc, si Kagame doit se permettre de tenir ce genre de propos-là sur notre pays, chercher à nous orienter, alors que nous ne nous sommes pas... il a relevé que notre président n'avait pas gagné les élections. Vous comprenez? Ça, ce sont des propos très graves. C'est comme ça que je dis, on ne peut jamais croire à la bonne foi des rebelles ni des Kagame. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que nous devenions effectivement forts. Nous devons être forts à travers notre armée et dissuader toutes ces velléités-là de Kagame et de ses amis, de telle manière que dès que l'un d'eux essaye de toucher à notre pays, nous puissions réagir vigoureusement. Donc pour le moment, nous sommes dans une position mi-force, mi-faiblesse, donc on ne sait pas vraiment où nous sommes, nous continuons à négocier. Bon, si nous négocions, peut-être, bon, j'ai suivi, je ne sais pas si c'est vrai, mais il semble-t-il qu'il y a un Rwandais qui avait dit que nous n'avons pas une armée. Il semble que ça passe dans les réseaux, sur les réseaux sociaux actuellement, là, un Rwandais qui avait tenu des propos pareils, que le Congo veut faire la guerre. Non, je pense que si on tient ce genre de propos contre eux, c'est une façon de nous narguer. Et nous devons prouver à ces jeunes gens-là, ou à tous ces pays, à ces petits pays-là, que non, avec les Congo, les grands... C'est difficile, bien que cet embargo qui ne dit pas son nom. Ah, bonnet, ouais, on nous dit qu'il y a embargo, mais officiellement il y a embargo, vous comprenez? Mais n'empêche que nous puissions également chercher d'autres voies pour nous procurer des armes. Vous comprenez? Nous pouvons chercher d'autres voies. La communauté internationale ne voudra jamais que nous ayons officiellement ces armes-là. Parce que récemment, j'ai appris qu'il y avait un avion qui était saisi en France. Oui. Je ne sais pas là, en ce moment-là, je n'étais pas ici. Ouais, un avion qui a été détourné en France et par après, on nous dit que non, l'avion-là, effectivement, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de ces armes-là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu à échanger? Bon, je ne sais pas. Je n'avance rien, mais dès lors qu'ils ont eu à saisir ces armes-là, et ils n'ont pas voulu que ça vienne directement, et c'était pour quel objectif? Vous comprenez un peu? Donc, nous devons chercher d'autres voies qui feront en sorte que nous devenions effectivement forts, que nous soyons en mesure de nous défendre. Les groupes rebelles devaient être cantonnés en appel zone tampon avant que le processus de désarmement puisse s'en suivre. Mais les problèmes, on dit, mais on va, les M23 resteront sur notre territoire.
quelqu'un a dit qu'il y a maintenant les M23 congolais et il y a des M23 rwandais, mais ils vont rester sur notre territoire pendant que ce processus va poursuivre son cours. Est-ce une contradiction aussi de la part de ce doté? C'est ça les problèmes. Bonheur, dans cette histoire du M23, il y a beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. Alors, je te donne un cas. Vous dites que les Congo, moi, le gouvernement congolais a signé un accord à Nairobi, n'est-ce pas? Mais les massacres que nous déplorons actuellement, le massacre de Kachéche, là, ça a eu lieu quand? Pendant qu'ils étaient là, n'est-ce pas? C'était après les négociations ou pendant les négociations? Pendant que déjà Paul Kagame avait donné... Vous comprenez? Donc, les gens avec qui vous négociez... qu'il devra apporter sa contribution pour que l'M23 se retire. Ce massacre-là a eu lieu, c'est pas qu'avant les négociations... Mais l'M23 n'a pas dit... reconnu mais il ne pourra, l'M23 ne pourra jamais reconnaître son implication. Il ne pourra jamais. De toute façon, comme vous avez dit qu'on a eu à saisir la CPI, peut-être après les enquêtes, et espérons aussi que cette CPI-là soit vraiment impartiale, parce que nous savons que la CPI aussi n'inspire pas totalement confiance. J'ai posé la question, Maître Roger, peut-être que vous l'avez frôlé. Pourquoi n'avoir pas saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda? Parce que nous disons que c'est le Rwanda qui... Non, je pense que si on saisit la Cour, c'est contre les pays, n'est-ce pas? Contre les pays, mais on va s'attendre... Avec la CPI, on voudrait voir sanctionner les auteurs des actes, on sanctionner pénalement. Mais les autorités, comment ça? Les auteurs intellectuels, peut-être, qui se trouvent être les Rwandais dans les cas sous-exerce. Non, on ne peut pas parler en termes de... On parle en termes des individus. On parle en termes de ceux qui doivent être sanctionnés à la CPI. Là. Je pense que si les procureurs arrivent à établir la matérialité de ces faits-là et à établir les auteurs, je pense que ces auteurs-là seront pénalement sanctionnés. C'est ce qui est beaucoup plus efficace que de saisir la Cour internationale de justice. Vous comprenez? Parce que là, vous n'aurez pas de sanctions pénales, à ce que je sache. Vous n'aurez pas de sanctions pénales. Peut-être qu'on va vous dire, non, dans une certaine mesure, le Congo sera dédommagé, on fera ceci, mais avec la CPI, c'est quand même beaucoup plus efficace. Si cette CPI-là est réellement indépendante, vous comprenez? Or, déjà, son indépendance pose problème. C'est ça le problème. Alors, parlons affaire Vydie Timanga. Je l'ai annoncé justement au début de cette émission. Vydie Timanga, vous le savez, l'ancien conseiller stratégique du président de la République. Finalement, les procureurs a requis hier, c'était le jeudi 8 décembre 2022, 3 ans de sortie de pénal principal. Maître Roger Iponga, peut-on dire que la justice fait son travail maintenant? Parce qu'on se disait peut-être que c'était une manière de les blanchir. Finalement, est-ce qu'il y a aussi avec je pense qu'on ne devrait pas confondre... Mais signaler justement les timings restants. On ne devrait pas confondre les réquisitoires du ministère public avec les jugements. Vous comprenez? Le ministère public, ce n'est pas lui qui juge, ce n'est pas lui qui sanctionne. Il ne prononce pas des jugements. C'est-à-dire, il n'a fait que prendre ces réquisitoires-là, les réquisitions-là, il a pris ces réquisitoires, il a dit, pour lui, il estime que M. Vydie devrait être condamné à 3 ans de prison, n'est-ce pas? Mais faudrait-il encore que les juges les suivent? C'est ce que j'ai dit. Les juges vont-ils les suivre? Ça, c'est une autre. Les juges ils ne sont pas liés par ces réquisitoires-là. Les juges ne sont pas liés par les réquisitoires du ministère public. Ils peuvent totalement acquitter. Vous comprenez? Ils peuvent acquitter M. Vydie et Timanga, tout comme ils peuvent le condamner au-delà de ce que le ministère public a requis. Donc, c'est qu'on ne doit pas trop s'attacher, mais ce qui est vrai, c'est que pour le ministère public, la partie poursuivante, il estime que M. Vydie a commis les faits infractionnels. C'est comme ça que pour lui, il demande au tribunal de le condamner à 3 ans. Mais faudra-t-il encore, c'est là notre paire de manches, que les juges puissent les suivre? Parce que je pense que nous avons beaucoup de cas où le ministère public demande aux juges, à travers son réquisitoire, de condamner et puis les juges acquittent. Mais c'est quand même au-delà de ces analyses que vous faites, Maître Roger. On peut parler d'une démarche salutaire. Un conseiller du président de la République, sous Kabila, on ne l'a pas vu, aujourd'hui, qui fait l'objet d'une décision, d'une poursuite judiciaire. Bien qu'il bénéficiant d'une liberté provisoire. Non, mais vous dites un conseiller du président, mais nous avons vu un directeur de cabinet être poursuivi. Donc ça ne pouvait pas. Si là, lui, avec comme particularité, il a dit que le président, c'est lui. Non, si déjà un directeur de cabinet
était poursuivi, et à plus forte raison, un conseiller, je pense que ça ne peut pas étonner. Donc nous sommes dans la même logique, logique comme je l'avais dit là. Donc, pour le moment, la personne est à l'abri des poursuites. Une poudre d'yeux, comme qui dirait. On les saura à travers les jugements qui seront rendus. On les saura à travers ces jugements. Si les jugements prononcent la condamnation de M. Vidi et Tshimanga, là nous dirons qu'effectivement, mais et de toutes les façons, les juges ne pourront les condamner ou l'acquitter qu'après avoir été convaincus ou non convaincus de la matérialité des faits, de la commission de cette infraction. Parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on mette la pression sur les juges, où il faut dire que non, parce qu'il est le conseil du président, il faut les condamner pour qu'on soit dans un état de droit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les juges, s'ils sont condamnés... Personnellement, maître, vous avez analysé le fait lui reprocher. Vous l'avez analysé à votre niveau. Votre point de vue, ici le fait. Si vous étiez appelé à rendre des décisions par cette affaire. Malheureusement, je ne le suis pas. Malheureusement, je ne les suis pas, donc laissons les juges faire leur travail et nous aurons leur œuvre et peut-être que nous aurons aussi l'occasion de l'analyser, voir là où ils ont eu à pécher ou là où ils ont bien dit les droits. On ne sait pas, donc attendons. Quand on parle d'outrage au chef de l'État, est-ce que cette infraction peut être retenue dans le contexte? Non, vous comprenez encore, là il se pose un problème. Il a outragé le président en quoi? Je ne sais pas pour quelles infractions il a été poursuivi, mais vous me parlez là d'outrage. C'est parmi les infractions là. Non, moi je pense que là on est allé au-delà. C'est moi qui ai financé ces élections, sa campagne. Il faut aussi mettre les faits dans leur contexte. Je pense que lorsqu'il est dit, s'il a réellement dit, cela ne voudrait pas dire qu'il est devenu le président de la République. Mais il minimise les présidents. Non. Il dit que le président là, c'est rien. Moi, c'est lui. Si tout ce que tu veux dire, il va l'exécuter. De toutes les façons, attendons les jugements. Je pense que c'est dans 8 jours, dans 8 ou 10 jours. Là. On attend encore la plaidoirie, je ne sais pas. Non, on attend la plaidoirie. C'était seulement le réquisitoire. Les avocats n'ont pas plaidé. Ils n'ont pas plaidé. Donc, certainement, il y aura la plaidoirie et on va, peut-être que le ministère public y aura encore. On a parlé notamment des infractions, on parle de la corruption, du trafic d'influence et de l'offense au chef de l'État. Non, moi, je pense que dans une certaine mesure, si on parlait de trafic d'influence, peut-être, mais lorsqu'on ajoute d'autres infractions, bon, je n'ai pas été dans les dossiers, je n'ai pas tous les éléments du dossier pour pouvoir donner un avis de manière... Mais la corruption, on parlerait peut-être des tentatives de corruption. Ouais. Bon, moi, je vous demande seulement qu'on puisse attendre les jugements. Dès que nous aurons les jugements, peut-être dans ces jugements-là, nous aurons également les faits et nous pourrons l'analyser calmement. On va analyser ces jugements-là. Je voudrais quand même que vous puissiez en dire un mot avant que nous puissions aborder tout dernier sujet de l'émission lié à cette démarche des 12 sénateurs, je l'ai annoncé tout à l'heure, 12 sénateurs qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'interprétation de la question 68 de la Constitution congolaise liée à l'affaire Matapoyon, principalement celle de Boukan Alonso. Alors, Maître Roger Iponga, les conseillers du président de la République, là, quand on parle de trafic d'influence, pourquoi ils ne veulent pas laisser libre champ, je dirais, aux différents décideurs qui sont les magistrats à travers les cours et tribunaux? Ils sont en train de courir derrière tous les dossiers. Et aussi, c'est nous qui allons vers ces gens-là au nom de quelconque influence. Moi, je ne pense pas qu'on devrait simplement ou se limiter simplement à condamner les conseillers, les magistrats eux-mêmes aussi. Je ne pense pas. Bon, c'est une question personnelle où chaque personne a sa façon de voir les choses, chaque personne a sa conception de l'indépendance de la justice. Mais moi, je me dis, il y a quand même des magistrats qui peuvent résister ou qui résistent à ces conseils-là. Moi, je ne comprends pas. Donc, il ne faut pas que les magistrats puissent se couvrir derrière ou ce semblant, du moins des trafics ou je ne sais pas quoi, que les conseillers font à leur regard. Je ne pense pas. Un magistrat n'obéit qu'à la loi. Je pense que peut-être qu'il s'attache à d'autres considérations. C'est ce que veut la loi aussi. Ouais, vous comprenez? Je pense que la loi ne voudrait pas. Lorsqu'un magistrat se trouve en présence d'un conseiller qui lui demande de faire telle ou telle chose, il a la liberté de refuser. Je pense que ça ne peut pas être une excuse pour les magistrats de dire que non, nous avons fait ceci parce que nous avons subi telle pression. Non, moi je pense que ce n'est pas vraiment une excuse pour les magistrats. Ils sont libres d'accepter ou de refuser. Vous comprenez? Et au besoin de dénoncer. S'ils ne le font pas, c'est parce que c'est... Dénoncer au Congo. Ouais. Vous faites votre emploi. Mais justement, s'ils ne le font pas, parce qu'ils veulent s'attacher à ces avantages-là.
Et il faut aussi se le dire. Certains magistrats recourent aussi à ces conseils-là pour parvenir à certains postes. Vous comprenez déjà, à ce stade-là, vous vous sentez déjà redevable vis-à-vis de ces conseils-là. C'est ça. Mais de toutes les façons, ça ne doit pas être une excuse de dire que non, j'ai subi la pression de tel ou c'est tel conseiller qui m'a demandé non, vous êtes libre, c'est vous. Et le chef de l'État l'avait dit. Le chef de l'État, je pense une fois, avait dit que tout magistrat auprès de qui ira un conseiller pour lui demander tel ou tel service, il faut qu'il nous le dise, il faut qu'il me cite les noms de ces conseillers. Non, c'est ça. Donc, il ne faut pas que les magistrats se cachent derrière ces semblants de pression. Non. C'est semblant, il n'y a pas de pression. Ils sont libres d'accepter un magistrat indépendant. Ça, c'est le conseil que vous donnez aux magistrats. Non, si moi, bon, je ne le suis pas, je ne suis pas magistrat, mais heureusement aussi, heureusement pour moi, parce que j'ai opté pour la profession d'avocat. Parce que je voudrais être totalement libre. Vous n'avez pas pu vous lancer dans la course. Non, non, Bonnet, vous savez, moi j'ai toujours estimé qu'il n'y a pas meilleure profession au monde que celle d'avocat. Parce que c'est la liberté. L'homme, c'est d'abord la liberté. Dieu est libre. Dieu nous a créés libres. Pourquoi j'accepterais de me limiter ou d'être limité par les pressions des individus, notamment des êtres vivants? Non, vous comprenez? C'est comme ça que j'ai choisi la profession là pour demeurer totalement libre. Et j'estime l'être. J'estime que je suis totalement libre. Personne ne peut faire pression sur moi pour poser tel ou tel acte. Et je pense que les magistrats devraient également être libres. Et ils le sont. La Constitution leur garantit cette indépendance-là. Mais s'ils ne veulent pas en bénéficier, donc il ne faudrait pas qu'ils disent chaque fois qu'il s'agit de tel ou tel conseiller, c'est leur propre affaire. Ils doivent agir dans toute indépendance. Voilà un peu. Alors, parlons justement, on me signale qu'on a encore 10 dernières minutes pour finir cette émission. L'affaire Matata Pogno, finalement, il y a une crainte. Une certaine opinion pense que certaines personnes en fonction au hors mandat, n'aurait pas de juge d'intérêt le Congo. D'abord, votre point de vue sur cette question. La Constitution congolaise est-elle... Non, Bonheur. Moi, j'ai toujours une position depuis le début de cette affaire Matata Pogno. Pour moi, aucune personne, aucun individu ne peut manquer de juge dans un pays. Vous comprenez? Aucun individu ne peut manquer de juge. C'est inconcevable. C'est vraiment inconcevable qu'on dise que telle autorité ne peut pas être jugée dans nous sommes dans quel pays là? Là, on serait dans quel pays? La Constitution a bel et bien prévu. Et il ne faudrait pas qu'on dise, parce que la Cour constitutionnelle, dans son premier arrêt, avait estimé que Matata Pogno ne devrait pas être jugé et qu'on tienne cela pour la parole d'évangile. Non, moi j'ai toujours estimé depuis cette affaire-là, depuis les premiers arrêts, que la Cour constitutionnelle avait mal dit les droits. À cette époque-là, non, Matata Pogno, que ce soit un ancien Premier ministre, que ce soit les présidents, ils sont justifiables devant la Cour constitutionnelle. C'est ça l'interprétation. Et je pense que l'article 164 de la Constitution est clair là-dessus. Mais sauf que lorsqu'elle était saisie auparavant, la Cour constitutionnelle a eu à rendre une décision qui m'avait personnellement déçu. Et que si cette fois-ci la Cour est revenue sur sa décision... Mais revenir sur sa décision, c'est aussi... N'est-ce pas une contradiction? Non. Parce que l'article 168, selon... comment ça? Les 12 sénateurs, parce que vous en parlez déjà, les 12 sénateurs qui ont saisi la Cour constitutionnelle estiment que la décision rendue par la Cour constitutionnelle ne devait faire l'objet d'aucune interprétation. Mais la Cour s'est contredite. Vous avez dit tout à l'heure, c'était plutôt la Cour est revenue sur sa décision. C'est une formule que vous adoptez. Non, ce n'est pas. En droit, il y a ce qu'on appelle le revirement de la jurisprudence. En droit, on nous avait appris cela à l'université et ça existe. Il peut se faire que dans une certaine période, les juges rendent leur décision dans tel sens. Et après, on change le sens de la décision. Donc ça existe lorsqu'on parle de revirement. Mais prenons le cas de Matata. Moi, je pense qu'on ne peut pas incriminer même la démarche des sénateurs. Là, moi, je pense que cette démarche-là n'aboutira à rien. Parce que c'est votre point de vue. Il demande à la Cour constitutionnelle d'interpréter l'article 168. Qu'est-ce que dit cet article-là? Que les jugements, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais effectivement, ça demande d'être interprété. Oui, mais déjà, le fait que il y a une décision, Maître Roger. Non, mais une décision qui avait dit que Matata Pogno ne pouvait pas être justifiée devant la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, dans son arrêt récent, là, des mois de novembre, je pense le 15 ou le 18 novembre, dans son arrêt récent, la Cour n'est pas revenue sur le dossier Matata.
La Cour n'est pas revenue sur ce cas-là, Matata. La Cour a donné une orientation. La Cour n'a fait que donner une orientation. C'est ça le problème, Bonnet. Je ne sais pas, j'attends voir la position de la Cour constitutionnelle face à cette requête des 12 sénateurs, mais pour moi, je me dis qu'ils se sont trompés. L'article 68 n'appelle pas d'interprétation et que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt de novembre 2022, je pense le 18, là, la Cour n'est pas revenue sur les dossiers Matata. Mais maître, n'est pas revenue sur ces dossiers-là. Mais la Cour a donné une orientation. Que voilà. Mais si la Cour n'a pas nommément cité l'affaire Matapogno, oui. Parce que vous parlez de l'orientation, maître, oui. Si la Cour n'a pas nommément cité l'affaire Matapogno et que déjà Matapogno a été, je dirais, mis de côté pour dire qu'il ne pouvait pas être jugé et qu'un autre arrêt vient dire qu'il pouvait être jugé. C'est pas aussi ça s'assimile pas à une démarche politique au niveau de la Cour. Non, moi je ne pense pas, Bonnet. Matata peut être jugé. C'est la question qui se pose, qu'il faudrait poser. Après avoir posé cette question-là, après avoir posé ces principes-là, comme Matata peut être jugé. Oui, il peut être jugé maintenant pour quel fait? C'est ça. Pour les faits pour lesquels il était déjà jugé ou pour d'autres faits. Les sénateurs parlent ici de l'affaire Boukangalonzo. Non, mais la Cour constitutionnelle, dans son arrêt là, n'a pas fait allusion au dossier Boukangalonzo de manière particulière. Mais vous ne voyez pas que c'est... Mais vous voyez pas... La démarche des sénateurs, vous pensez que c'est quoi? C'est parce que les sénateurs pensent que l'un de leurs est menacé. Parce que ici, vous dites que la Cour n'a pas fait allusion à ça. La Cour n'a pas fait allusion à ça. Et je pense que parmi les signataires, là, il y a aussi Matata. Parmi les 12 signataires, il n'y a pas Matata. Je n'ai pas lu la liste. Si Matata n'est pas là, certainement, ceux qui lui sont proches sont là. Vous comprenez? Donc, on peut aussi dire que Matata, aussi, à son niveau, a eu je ne dirais pas négocier. On peut dire que c'est ça mauvais, c'est rouge, comme qui dirait. Il a, dans une certaine mesure, à inciter ou à pousser ses collègues à adopter une telle démarche devant la Cour constitutionnelle, de telle manière qu'on puisse régler son cas. Pourquoi ne pas dire humblement que la Constitution congolaise non, Bonnet, la mauvaise interprétation de cet article 64 faite par la première composition de la Cour constitutionnelle ne doit pas lier les pays pour l'éternité. La Cour constitutionnelle est revenue et a donné le sens de l'article 64 là. La Cour n'a fait que donner les vrais sens de l'article 64. Donc on ne peut pas nous dire que pour les seuls cas Matata, nous devons mettre de côté toutes les théories ou tous les principes des droits. Pourquoi ne pas clairement réviser la Constitution et dire dans des dispositions de cette Constitution que après son mandat, le président de la République où le Premier ministre devra faire l'objet des jugements devant X ou Y juridiction. Parce qu'ici, c'est ambigu. Donc, Bonnet, moi je pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Lorsque l'article 64 dit clairement la Cour constitutionnelle est le juge du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, ainsi de suite, et autres infractions des droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion. Bonnet, vous savez, cet article-là ne pouvait pas, si ni Tété Matata, ça ne pouvait pas poser beaucoup de problèmes. C'est parce que Matata aussi en fait trop. Il faut qu'on se le dise. Matata il veut vraiment se rendre, entre guillemets, injugeable dans ces pays. Mais comment ça? Non, vous êtes respecté de la procédure. Mais justement, de ses droits, maître Roger Iponga. Effectivement, moi je pense que la deuxième interprétation faite de cet article 164 par la Cour constitutionnelle au mois de novembre, là, c'est ça la bonne interprétation. C'est la bonne interprétation. C'est votre point de vue. Oui, mais sauf que pour les faits de Boukangalonzo, on ne peut plus revenir parce que Matata avait déjà été jugé. Pour les faits de Boukangalonzo, vous comprenez? Quand bien même qu'on n'avait pas abordé les fonds, parce que certains disent que non, on va y revenir parce que les fonds n'étaient pas abordés, on s'était limité seulement, la Cour s'était limitée sur le plan de sa compétence, n'est-ce pas? Et la Cour n'avait pas abordé le fonds. Moi, je pense que, mais pour d'autres faits là, Matata peut bien être poursuivi sur base de cet article 64 là et être condamné si ces faits s'avère rétabli. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas nous dire que Matata, Bonnet, les bons sens. Prenons quand même les bons sens, vous comprenez? Parce que si on s'attache seulement aux droits dits ceci, les dossiers Matata, parce qu'on a fait un peu trop, on n'est pas les que des Matata, prenons quand même les bons sens dans un pays. Comment pouvez-vous concevoir que les législateurs ou les constituants puissent rendre certaines personnes, puissent immuniser certaines personnes contre des poursuites judiciaires? Est-ce que c'est concevable?
Mais ça, c'est la faiblesse de la Constitution. Non, la Constitution est claire, sauf que la première fois, la Cour constitutionnelle l'avait mal interprétée. Mais à qui revient s'il y a une erreur d'interprétation, ça doit profiter à qui? Mais c'est ce que je vous dis. Pour les faits Bukangalonzo, vous comprenez? Je deviens dubitatif à croire que Matata pourra encore être jugé pour ces faits-là. Mais pour d'autres faits, là, je pense qu'il pourra bien être jugé sur base de cet article-là. C'est ça un peu le problème. Maître Roger, pourquoi ne pas aussi avoir l'idée, l'esprit aujourd'hui, de dire que la Constitution congolaise, d'aucuns disent c'est la petite sœur de la Constitution française, la Constitution des belligérants et tout. Pourquoi ne pas dire aujourd'hui, l'heure est venue, nous devons fixer, mettre tout, enlever les ambiguïtés et tout ce dont on a fait, on a taillé ces mesures pour profiter à l'exclure de ce que vous croyez être ambiguïté là n'existe vraiment pas. Mais c'est ça l'objet de la requête même saisie. Parce qu'ils veulent obtenir l'interprétation. Il faut chercher la vraie motivation de ces sénateurs-là. Vous comprenez, chercher la vraie motivation de ces sénateurs-là. S'ils ne cherchent pas du moins à protéger leurs collègues, vous comprenez, cherchez la vraie motivation de ces sénateurs-là. Mais sur le plan des droits, autant que vous êtes conseil, vous n'avez que pour rôle de protéger votre client, par exemple, en utilisant les techniques de la procédure que vous maîtrisez. Et ils ne le sont pas. Mais donc peut-être ils font la remise de leurs conseils aussi. Et ils ne sont pas. Alors, nous allons faire le résumé à Lingala, mais c'est un qu'on doit déjà citer, Maître Roger Ponga. Aussi, ça dans le côté à Lingala, le côté à Bisomoko. Je rappelle que l'émission, vous le suivrez également sur votre chaîne YouTube, CCTV Ralik officiel. Également à la télévision, sur CCTV, également la rediffusion à 10h chaque dimanche. L'heure de votre programme, c'est à 16h, comme vous le savez. Alors, Maître Roger, tu aussi, tu commis à l'émission. Dans le parlons juste à Mokolo Alelo, dans le côté à Lingala, au sali résumé, si au Tolobedi Lelo, Tolobedi Kambotali, ministre de la Justice, au Baké, ko saisi ces pays, pour na été ma yezeko le Kanamoele Kolo. Ndeko ba yako kufa bato ba osa makambwana CPI dans de la bango na tunaki motuna koyeba pona nini te to saisir cour international de justice pour to funda Rwanda lokola mboka parce que yende to yako lobaki ayoko tinda bato wana ba bundisa biso motuna mususu ezali na mamatali videti manga lokola to lobaki awa mo pesi toli akala ya mokonzi ya mboka awa pokira asengi ba China etumbu ya mibumi sato tokozela yano ya basambisi pe likambo ya suka ya mataponyo na démarche basali na bandeko ba sénateur au ba saisir cour constitutionnelle pour obtenir interprétation 168 pour na koloba ete mataponyo déjà décision ezwamaki bako koza sur décision mususu te pour na koya ko sambisa elelo pour lobi baba déjà que yaza na musambisi te malobomboka yo et puis au précipice la solution en marche avec le Cana et là on est Congo et ça la pointe token de libuso. Merci bonheur na ndenge opesinga maloba makambo etali ba rebelle na ndenge tuka mama ministre akendeki kotika mokanda na CPI pona bayeba kolandela bango ezali likambo malamu otali caméra ezali likambo malamu ki balandela ba rebelle wana na mabenyo so bango bazali kosala o basi basali pe bazali ko continuer kosala na mboka ya biso ya Kivu kuna mais maman awakaki asala ngo kala lokwa na bai no ki ezali mabete il n'est jamais tard pour moto asala malamu donc il faut ba rebelle wana balandela bango il faut bakanga bango bonheur il faut bakanga bango parce que basali mabe mingi babumi bato mingi pe bazali kosala makambo ya mabe na mboka na biso koki batika la beauté donc ezali likambo ya malamu mingi il faut se cour pénal international et bakolandela bango kosambisa bango bao bazali ba auteur ya makambo wana bakenda pe kosala boloko kuna na CPI mais le binanga pour to ngene Rwanda te nabi omoni makambo ya kukanga moto makambo o etali peine na ezali nini etumbu ezali toujours makasi mingi ko moto afuta o etali mbongo pour so ke na cour international de justice au komona ke ba condamner peut-être Rwanda au mboka tel même Rwanda ngo peut-être ba condamner te pour jusque là au moni ke moto azali mokonzi ya Rwanda o azali na sima ya bato surtout bazali kubuma na mboka na biso ye moko bakotanga kombo na ete
yemoko ako mibomba na sima donc ebongi bato ya tinda ki bango aloko ba ke au saisir cour pénal international il faut ba mama misa saisir cour pénal il faut ba kanga bato wana ba sambisa bango pe bazwa bitumbo ekoki na bango pona ke bakoka ko bandela susu te bakoka ko bandela te mais ezaki pe malamu ke mokonzi ya Rwanda yemoko ba pe kulandela ye ba pe kulandela parce que yende mutazali ko zipa bato wana avec ko bomba na sima bango ko tinda bango ba ko sala mabe ba ko boma bato ba ko yiba biloko ya bato ba ko violer basi kasi yemoko avec ko bomba na sima donc ebongi ke yemoko ba pe ko tia ye na etumbu yemoko mokolo ba ko tia ye na etumbu wana neti ko ndima ya solo penda ke justice ezali na mukili na biso parce que soki ya tikali pembeni bazali ka ko sala ka bato mususu donc akobanga loko mota bandaka ko changer bato kwa bandile lote bato mingi bazali na mboka na biso ba otaki peka kule pana ye mutakindra bango bazaki ba rebelle atindi bango ba yo kota na mboka to ebite soki pe de to ke ko négocier wana na nini na Kenya peut-être comme on appelle Wilingo Malobi ya wa komi pe mokonzi général ba pesi pe ba soda komi ko tambola na bango donc ezali malamu tifu bato ba ko zoka bitumbu bazo ba konne ko zoka bitumbu position ya Makameta vidéo timanga na ndenge na bino to zela ndenge bazuzi bakokata ngo sima ya mikolo bakokata likambo wana tokoyeba ndenge ni bakati magistrat a 5000 puis a 5 ba condamné na mbula misato mais magistrat ezali décision te ba juge de bakokata bakoyeba toyeba ndenge ni ba condamné nango na likambo ya suka likambo ya ba sénateur na trois pona ngai na moni importance nango te importance ya ba ki aussi sénateur ba ki aussi déjà ma po yo décision ezomaki ba ko ra jusqu'au zonga likoma de banaye pour concerner à toucher qui dossier à matata te bango ba bandi ko lenga kana ndenge na bango ba ko lenga kana ndenge na bango pa mais na cour constitutionnelle tango pesa ki arena na le 18 novembre atanga ki dossier à matata te alors ba ki de manière générale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Parlons Justice touche à sa fin. Nous vous retrouvons le week-end prochain pour un nouveau numéro. Suivez votre émission sur CCTV Ralik officiel. Si vous n'avez pas le temps de suivre à la télé, suivez à CCTV Ralik officiel, votre chaîne YouTube. Abonnez-vous très massivement. Et également, si la radio Liberté Kinshasa 96.8 MHz, à la même heure à la télé, vous suivrez à 16h, juste également 96.8, votre chaîne de référence, la radio Liberté Kinshasa. Maître Roger Ponga, merci de votre présence et de votre intervention. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Okay.